L'électricité dans le monde actuel constitue un grand vecteur de développement. Aujourd'hui, tout marche avec l'électricité, même les véhicules automoteurs. La République démocratique du Congo, pendant sa période de gloire, desservait plusieurs pays africains de cette denrée rare. Fort malheureusement, de nos jours, la RDC figure parmi les pays ayant le plus faible taux d'électrification. Et selon certaines sources, moins de 10% de la population congolaise bénéficie ou dispose d'un accès à l'électricité. 35% dans les zones urbaines et 50% à Kinshasa et moins d'1% dans les zones rurales. Forte disparité régionale en ce qui concerne l'accès à l'électricité. Madame, Messieurs, en ce qui concerne notre magazine d'aujourd'hui, nous allons parler du rôle de l'énergie électrique dans le développement économique durable de la RDC. Avec moi, Enoch Lubanda, que je salue en passant. Bonjour Enoch. Bonjour Sylvie. Nous recevons sur ces plateaux Monsieur Vincent Noël Vikadipanzou, qui est notre invité, que je vous laisse découvrir à travers ses portraits. Né le 24 décembre 1950 à Lukala, dans la province du Congo central, Vincent Noël Vikadipanzou devient ingénieur civil électricien en 1974 à l'université de Kinshasa, ex-Louvanium. Il effectuera 2 stages professionnels, d'abord en 1976 en Belgique, ensuite au Canada, de 1978 à 1979. À la Société nationale d'électricité, il va assumer successivement de 1980 à 2012 les postes d'ingénieur d'exploitation et maintenance des réseaux, directeur des centrales hydroélectriques d'Inga, directeur de la distribution de Kinshasa, directeur provincial du Katanga, directeur du département de production et des transports à la direction générale, administrateur, directeur général adjoint, administrateur directeur général ad interim sous le régime AFDEL, administrateur général de 2004 à 2007. À ce poste de directeur général de la SNEL, Vincent Noël Vika a initié des partenariats publics-privés pour le financement de la réhabilitation des ouvrages suite à la suspension des financements des bailleurs des fonds traditionnels. Il a assuré la réhabilitation du groupe 3 d'Inga 2 et de la centrale de Ntseke, ainsi que de nouveaux postes HTNR Kassapa à Lubumbashi. Il a aussi élaboré un plan de sauvetage et de redressement de la SNEL. Février 2010, détachement administratif au cabinet du ministre de l'Énergie, où il va assumer le poste de directeur de cabinet et est nommé président du comité de pilotage d'Inga 3, membre du conseil d'administration de la SNEL et membre du comité de travail sous l'établissement de la nouvelle loi sur l'électricité. Et c'est en septembre 2012 qu'il prendra finalement sa retraite de la SNEL après 32 ans de service et embrasser une carrière dans le secteur privé. De 2013 à ce jour, consultant senior en énergie pour des projets de production, transport et distribution d'électricité, directeur général de Katanga Énergie de 2013 à mi-2020. Administrateur indépendant à PPC Barnett Ciment de 2015 à 2018. Président du conseil d'administration de EcoBank RDC 2015 à 2021. Président du conseil de gestion des Trade Power, spécialisé dans le trading d'électricité importée depuis fin 2020. Administrateur des Kivu Power, centrale électrique à gaz méthane du lac Kivu à Goma, société indépendante créée par EPPM Tunisie. Modérateur, panéliste des sessions des conférences sur l'énergie électrique en RDC. La croissance économique d'un pays peut-elle être liée à la consommation de l'énergie électrique? C'est la première question, Monsieur Vincent. Merci à moi aussi de vous saluer et de vous remercier de l'intérêt que vous portez à ma modeste personne. Et de tout temps, l'énergie électrique a été liée directement au développement économique, au bien-être social des populations, au bien-être économique de tout pays, tout simplement parce que sans énergie électrique, on ne sait absolument rien faire.
surtout l'économie moderne, qu'il s'agisse de charger son appareil cellulaire, qu'il s'agisse de réparer même le pneu, même le quado, il a besoin d'énergie électrique. Et ça, c'est pour le simple artisanat. Mais lorsqu'on monte vers les utilisations commerciales, industrielles et minières, il faut absolument qu'on ait l'énergie électrique pour développer le pays. Et vous parlez de l'utilisation commerciale, minière et autres. À cela vient une question, comment est-ce que la consommation d'électricité affecte directement la croissance économique d'un pays? Cela affecte la croissance économique, c'est grâce à l'électricité qu'on peut créer des biens économiques. C'est grâce à l'électricité qu'on peut produire des produits qu'on peut vendre. Et lorsqu'on vend, on a un revenu. Et lorsqu'on a un revenu, on a une croissance économique. C'est ce lien-là qui fait que sans électricité, il n'y a pas de production. Et sans production, il n'y a pas de revenu. Donc, pour qu'on puisse avoir une croissance économique, il faut qu'à la base, il y ait quand même l'électricité. Et si on doit parler de la disponibilité en qualité et en quantité de l'énergie électrique, ça peut aussi offrir des opportunités d'emploi? Exactement, exactement. La quantité permet à un usage beaucoup plus, disons, généralisé de l'énergie électrique, et donc ça peut créer de l'emploi. Mais il y a également la qualité de l'énergie électrique, parce qu'il y a certains usages où si vous n'avez pas cette qualité d'énergie électrique, eh bien, vous n'avez pas la production, disons, d'une excellente fiabilité que vous cherchez. Et à ce moment-là, ça peut être un élément qui puisse freiner vraiment les activités économiques. C'est pour ça qu'il faut la quantité, il faut également la qualité. La qualité veut dire les paramètres essentiels de l'énergie électrique, ce que nous appelons en langage technique la tension, le niveau de tension et le niveau de fréquence. Donc parfois ce sont des paramètres qui sont essentiels pour certaines applications industrielles très poussées techniquement. Mais au niveau de la quantité, effectivement, il faut qu'on ait une certaine quantité pour que nous puissions avoir un certain développement. Raison pour laquelle, pour le moment, nous sommes en train de vivre ce que vous appelez le déficit énergétique, Oui. ce qu'on appelle parfois le délestage. Et bien, bon, ce déficit, ce délestage conduit justement à une réduction de certaines applications qu'on peut faire à partir de l'électricité, à un certain gène pour pouvoir se développer davantage. Et puisque dans le cas échéant, il s'agit de la République démocratique du Congo, comment peut-on alors capitaliser la production de l'énergie en vue du développement de la RDC? Oui, la RDC a un grand potentiel, un potentiel immense. C'est vraiment un don de Dieu, parce que je crois que c'est l'un des rares pays où vous avez toutes les formes d'énergie possibles. Hydraulique, éolienne, la biomasse et j'en passe. Mais ce potentiel, malheureusement, n'est pas utilisé. Nous avons plus de 100 000 mégawatts, qu'on dit, en hydroélectrique, mais le potentiel est maintenant utilisé seulement en moins de 2%, ce qui fait qu'il y a énormément de travail à faire pour pouvoir exploiter ce potentiel, en faire vraiment une offre d'énergie. C'est pour cela qu'on dit que, avec tout le potentiel immense que la RDC a, nous avons une vocation naturelle d'exportateur d'énergie électrique. Et ça peut être une source d'enrichissement pour le pays. Nous avons également une vocation d'utiliser quand même aussi ce potentiel dans le pays. Parce que pour industrialiser un pays, il faut avoir une offre conséquente en potentiel d'énergie électrique. Cela veut dire que le potentiel que nous avons le potentiel de devenir un pays très fort, un pays qui peut donner l'énergie, pas seulement pour ses besoins à lui, mais également
pour l'énergie dont on a besoin à l'extérieur du pays. Et tout cela, ça ferait une grande richesse pour le pays en termes de revenus. Parlez-nous un peu des économies d'énergie. C'est quoi l'économie d'énergie et pourquoi les économies d'énergie? Bon, comme vous dites, économie, c'est économiser. Voilà. Économie d'énergie veut dire ne pas gaspiller l'énergie. Parce que pour le moment, dans certains édifices, dans certaines de nos maisons, ceux-là qui sont au tarif forfaitaire, pas ceux-là qui sont au tarif avec compteur après avec paiement. compteur, mais ceux qui sont au tarif forfaitaire avec forfait, qu'ils consomment beaucoup, qu'ils consomment peu, c'est toujours le même forfait à la fin du mois. Et c'est là que vient maintenant cette habitude de gaspillage. On laisse les lampes allumées en plein jour, alors qu'on n'en a pas besoin. On utilise de manière tout à fait abusive l'énergie électrique. On fait ce qu'on appelle du gaspillage. Alors, économie d'énergie veut dire tout simplement une utilisation rationnelle de l'énergie électrique. Quand on en a besoin, on utilise. Quand on n'en a pas besoin, on n'utilise pas. Et les gens qui sont maintenant au tarif avec compteur, après paiement, ils commencent à faire maintenant de l'économie d'énergie. Parce que l'économie d'énergie vous arrive à faire une économie également de revenus. Là où vous dépensiez plus, avec le compteur après paiement, pas le forfait. Hein, non, non. Après paiement, là où vous dépensez plus, vous allez maintenant dépenser moins. Ce revenu-là que vous allez générer, en plus, vous pouvez l'affecter à d'autres usages, à d'autres besoins domestiques. Et c'est ça l'économie d'énergie. Donc l'économie d'énergie, pour moi, ça n'a pas de lien avec des pertes quelconques, non. Ça a plutôt un lien avec la croissance en termes de revenus que vous gagnez, alors que hier, vous auriez pu gaspiller cela. C'est ça les économies d'énergie. Est-ce qu'on peut dire que les économies d'énergie nuisent-elles à la croissance et à l'emploi? Non, non, non. Moi, je ne pense pas que ça nuit à la croissance. Bien au contraire. Bien au contraire, c'est croissance que je prends, moi, en termes de revenus. Donc, c'est mon revenu que je gaspillais peut-être 5 pour l'énergie. Maintenant, je ne gaspille que 2. Les 3 autres-là, je peux maintenant les affecter soit pour acheter les aliments, soit pour l'éducation des enfants, soit pour d'autres besoins sociaux que nous pouvons avoir. Donc pour moi, c'est beaucoup plus la croissance que autre chose. Merci. Et dans un registre un peu plus particulier, quel impact peut avoir l'électricité sur l'écologie? Ah, bon, ça c'est vrai. C'est pour ça que tout projet de développement actuellement, lorsqu'il est financé par les bailleurs de fonds, que ce soit la Banque mondiale, les bailleurs de fonds multilatéraux, que ce soit même les institutions privées de financement, en tout cas, l'une des priorités, avant que votre projet ne soit considéré pour financement, il faut qu'on regarde l'impact du projet sur l'environnement. Vous parlez d'écologie justement là. Pourquoi? Parce que certains projets, surtout les projets hydrauliques, eh bien, si vous constituez des bassins, un réservoir d'eau là, pour pouvoir les stocker dans une centrale, dans un barrage, et puis alimenter la centrale, ça peut faire des nuisances sur le plan écologique, ça peut entraîner des inondations, ça peut entraîner, bon, les Occidentaux vont même jusqu'à voir les poissons, si les poissons dans leur environnement naturel ne vont pas être perturbés et tout ça là. Donc nous devons voir un peu tous ces éléments là pour diminuer l'impact sur l'environnement. Et là, ce sont des impacts négatifs sur l'environnement. Mais il y a également certains projets électriques dont les impacts sont positifs sur l'environnement. Je suis administrateur à Kivu Power. Kivu Power, c'est créé par un développeur tunisien
qui vont faire une centrale à gaz méthane du lac Kivu à Goma. Et là, le gaz méthane du lac Kivu est une nuisance à l'environnement. C'est un danger mortel parce que plus il s'accumule, plus il monte vers la surface, plus on peut connaître les dangers qu'on a connus, l'explosion qu'on a connue au lac Nyos au Cameroun. Oui. Donc, il faut utiliser ce gaz méthane-là. Maintenant, on peut l'utiliser pour produire l'électricité. Là, c'est un usage, par exemple, de l'électricité, mais qui a un impact positif maintenant sur l'environnement. Donc, il faut, à chaque projet, il faut chaque fois qu'on regarde quels sont les impacts sur le point de vue écologique, les impacts sur l'environnement positif ou négatif. Mais quand il y a les impacts négatifs, par exemple, lorsqu'on veut tirer une ligne à haute tension de Inga jusqu'à Kinshasa, ou je sais pas moi, de Lubumbashi jusqu'à Kasumbalesa, par où passe la ligne, on doit voir s'il y a des gens qui y habitent ou s'il y a des champs, des gens qui font des plantations, une culture vivrière et tout ça là. Et si il s'avère que dans l'emprise que va avoir cette ligne haute tension, il y a des champs, il y a des maisons, eh bien on doit exproprier toutes ces personnes-là, les payer en compensation pour les délocaliser afin de pouvoir construire l'ouvrage électrique. Donc il peut y avoir des impacts négatifs, mais pour lesquels on cherche des solutions de mitigation, des compensatoires, de telle sorte que on puisse compenser ces impacts-là de manière à qu'on puisse construire l'ouvrage électrique. Donc, tout projet, en tout cas, a toujours des impacts sur l'environnement, positif ou négatif. Et quand c'est négatif, on doit s'associer à chercher des solutions de compensation pour pouvoir mitiger ces impacts-là. Parce qu'on parle de l'environnement, qu'est-ce qui manque à la RDC pour développer les énergies renouvelables? C'est vrai. Certaines, oui. C'est vrai. Ce qui a manqué jusqu'à présent. Jusqu'à présent, oui. Ce qui a manqué jusqu'à présent, c'est deux choses. La première chose, c'est le financement qui a manqué. Pour développer l'énergie électrique, c'est un secteur fortement capitalistique. Fortement. C'est pas poser un tuyau d'eau, ça coûte moins cher que ériger une ligne électrique ou une centrale. C'est fortement capitalistique. Il faut beaucoup d'argent. Des milliards, des centaines de millions et des milliards. Donc, il faut un financement. Et jusqu'à présent, notre pays, pour ce qui concerne le financement des ouvrages électriques, il n'y avait que soit la Banque mondiale, la Banque africaine de développement ou la Banque européenne d'investissement. Donc les bailleurs de fonds multilatéraux ou alors les coopérations bilatérales d'État à État. Mais toutes ces sources de financement-là n'ont pas le montant qu'il faut pour développer un pays comme le Congo qui est, comme vous le savez, un sous-continent. Donc les besoins sont énormes. Donc on avait des carences de financement pour pouvoir développer le secteur. Raison pour laquelle, dans les années 2010, je fus à l'époque directeur de cabinet du ministre de l'Énergie Tchongo, on a mis en chantier ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle loi sur l'électricité, qui a été promulguée en juin 2014. Cette loi-là permet maintenant, libéralise d'abord le secteur. En libéralisant le secteur, en l'ouvrant maintenant aux investisseurs privés, cela va permettre d'attirer les investissements privés qui est en tout cas en taille beaucoup plus importante que l'investissement public. Donc maintenant, on peut sourcer les financements, pas seulement à partir des bailleurs de fonds multilatéraux ou des coopérations d'État à État, on peut également sourcer les financements à partir des promoteurs privés, des investisseurs privés. Et là, il y a beaucoup d'argent. Maintenant, il fallait une loi
pour avoir une sécurité juridique pour ces promoteurs privés-là. Donc, la première partie, on l'a réglé, le financement. Le financement, oui. La deuxième partie restait maintenant la volonté politique. Et la volonté politique a pris beaucoup de temps. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Nous avons maintenant une volonté politique affirmée. Et d'ailleurs, au mois d'août, nous avons eu 2020, donc nous avons eu l'installation de 2 institutions qui sont capitales pour le développement du secteur. Une qui s'appelle l'autorité de régulation de l'électricité et l'autre qui s'appelle l'Agence nationale des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Voilà donc les 2 institutions qui vont booster les secteurs, ce qui nous a manqué jusqu'à présent. Même quand on a fait promulguer la loi en 2014, en principe, 1 an après, devait suivre ces institutions-là pour la mise en pratique des mécanismes d'application de la loi. Mais 1 an après, ce n'est pas venu. C'est en 2016 que sortira un décret instituant ces 2 institutions. Mais la mise en place ne venait toujours pas. Et 4 ans après, en 2020, enfin, on a eu la mise en place. Donc, cela veut dire que la volonté politique maintenant est en train de s'affirmer pour pouvoir booster le secteur. Vous avez parlé de RDC comme étant un pays qui peut produire fortement de l'énergie électrique. Avec tous les barrages qui existent dans ce pays, la RDC peut desservir en électricité plusieurs pays africains. Et c'est quoi alors la place de la biomasse dans la production de l'électricité en République démocratique du Congo? Oui, la biomasse a toute son importance parce que, comme je vous ai dit, la RDC a plusieurs sources d'énergie disponibles. Il y a l'hydroélectrique, il y a le solaire, il y a la biomasse, il y a le gaz, il y a l'éolien. Donc, il n'est pas dit que parce que nous avons plus de 100 000 MW en hydro, que nous devons laisser les autres formes d'énergie aussi. Si hier, l'exploitation des autres formes d'énergie coûtait très cher, mais aujourd'hui, avec l'évolution technologique, en tout cas, ces autres formes d'énergie sont économiquement maintenant exploitables. Donc, en ce qui nous concerne, nous avons certaines parties du pays où nous avons beaucoup de réserves en biomasse. On peut très bien utiliser ça également pour pouvoir produire l'électricité. Mais il revient toujours le problème de financement. Exactement. Donc, il faut que nous puissions attirer les investisseurs et pour pouvoir financer donc les projets à utilisation de biomasse. Mais je crois que ça va venir. Parce que, comme je vous disais, il fallait d'abord un nouveau paysage institutionnel, une nouvelle loi, des nouvelles institutions. Et maintenant, je crois que de plus en plus, il y a des promoteurs qui sont en train de venir. Il y a la coopération turque, il y a la coopération chinoise, il y a tout un tas des développeurs là qui développent déjà ce genre de projet dans d'autres contrées du monde qui vont certainement venir ici aussi pour pouvoir développer la biomasse. Alors, parlons de la place, soit le lien qui peut exister entre le PIB et la consommation d'énergie électrique. Le PIB, c'est produit intérieur brut. Je vois seulement le mot produit. Produit veut dire production. La liaison est directe avec l'électricité, puisque l'électricité est à la base justement de l'augmentation de la production. Donc, en augmentant la production, eh bien, on augmente le revenu. En augmentant le revenu, eh bien, c'est la croissance économique assurée et tout cela. Et donc, le produit intérieur brut sera beaucoup plus important avec cette électricité qui a induit la croissance des activités économiques dans le pays.
Raison pour laquelle la liaison elle est directement établie entre l'électricité et l'augmentation du produit intérieur brut d'un pays. Aujourd'hui, la croissance industrielle va de pair avec l'énergie, mais nous constatons qu'en RDC, il y a une déficience d'énergie électrique qui pousse d'ailleurs ces industries à se connecter auprès de certains pays voisins. Par exemple, au Katanga, il y a certaines sociétés, ou bien certaines entreprises qui s'affilient ou bien qui se connectent à la Zambie pour avoir de l'énergie électrique pour produire. Comment est-ce que vous jugez cela? Est-ce que nous avons la possibilité d'éviter ces fuites de capitaux? Bon, c'est une situation regrettable. C'est une situation regrettable que je connais personnellement très bien. Je crois que je dois être parmi l'un, si pas le dernier directeur général de la SNEL qui a eu à exporter à 5 pays voisins et avoir des revenus d'exportation et qui malheureusement vers les années 2006-2007 on a perdu cette capacité d'exportation suite à la détérioration des machines de production dans nos centrales de production. Mais je pense que c'est une situation conjoncturelle. Nous allons certainement revenir à notre situation antérieure d'exportateur d'énergie électrique. On exportait en Angola, au Congo-Brazzaville, on exportait à la Zambie, on exportait au Zimbabwe, on exportait même à l'Afrique du Sud, Eskom. 110 mégawatts allaient à Eskom en Afrique du Sud, bon an, mal an, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais lorsqu'on le faisait, on était en excédent de capacité. Donc on pouvait très bien alimenter nos clients intérieurs. Il restait encore une capacité excédentaire que on était en train d'exporter. Mais il se fait que, bon, le pays a eu les problèmes que le pays a eu. Oui. SNEL n'est pas une institution ex cathedra, SNEL est dans le pays, Dans le pays. donc les routes se sont détériorées, mais la situation également de la desserte électrique s'est également détériorée, raison pour laquelle, pour le moment, on parle de réhabilitation. Dans les années 2004-2005, lorsque j'étais à la tête de la SNEL, on allait souvent en réunion à Washington, en réunion en Europe et tout ça là, pour justement négocier des financements venant de la Banque mondiale, de la BAD et de la BI pour réhabiliter l'outil de production dans toutes les centrales du pays, réhabiliter le réseau de transport et ensuite réhabiliter les réseaux de distribution. Donc on a connu ce que je peux appeler un passage à vide, mais maintenant avec toutes ces réhabilitations, avec les nouvelles centrales qui vont venir, tant construites par SNEL que construites par les privés, avec la volonté politique, encore une fois, qui est maintenant bien affirmée par le chef de l'État, je crois que petit à petit, on va résorber d'abord le déficit intérieur. Dès qu'on l'a résorbé, maintenant, on pourra revenir à notre capacité excédentaire d'exportateur d'énergie électrique. Il suffit qu'on fasse INGA 3, 4, 5 et 6 pour que demain, on puisse de nouveau fournir en électricité les pays voisins et pourquoi pas les pays même un peu plus lointains en Afrique. Donc c'est une situation conjoncturelle. Parce que vous parlez de la capacité des productions, parlez-nous un peu de la capacité d'énergie du barrage d'Inga, sans compter d'autres barrages. Oui, Inga à elle seule peut produire peu,
parce que pour le moment, on est en réhabilitation. Oui. Mais Cette si production, on oui. réhabilitait toutes les machines, eh bien, 1724 mégawatts. 1724 mégawatts, c'est pratiquement 70% de toute la puissance installée de 2400 mégawatts de la SNEL. Donc, nous avons les plus grandes centrales, la plus grande puissance localisée en un seul point, avec le barrage Inga 1, Inga 2 qu'on a fait là. Mais lorsqu'on aura fait, on fera le 3, 4, 3, 5 4, et 6, on arrivera à 40 000 mégawatts. Bon, mais ça, ce seront Des projets. les enfants de nos petits-enfants qui verront vont ça. vivre cela. Qui Mais vont bon, bénéficier. de toutes les façons, à ce moment-là, on aura un grand potentiel. Pour le moment, il y a aussi d'autres petits barrages. Oui. Zongo, Zongo, Mobaï il y a Mobaïmbongo Voilà. au Katanga, il y a aussi Nseke Nzelo, Modingo Chakoni, Voilà. et maintenant la nouvelle centrale qui n'appartient pas à la SNEL, centrale indépendante, Ok. privée, la centrale de Boussanga, qui a été Boussanga, construite oui. par une jeune venture minière là, Sicomine avec Gécamine. Ils Ok. ont créé une société Sico Hydro, ils ont fait Boussanga. Il y a de nouvelles centrales qui arrivent aussi. Ok. Mon partenaire Eric Monga est en train de développer une centrale de 150 MW, la centrale de Sombwe. Et mon ami John Cagnoni aussi, ils sont en train de développer des centrales jusqu'à 66 MW à Louboudi, du côté de Tembo. Nous-mêmes aussi, nous sommes dans des projets, de centrales, Ok. mais je n'en parlais pas plus parce que nous en sommes juste au début. Au début. Mais lorsqu'on le fera, bon, Quand ça sera le moment de le faire. on vous De le dira. communiquer. D'accord. Et qu'est-ce qui manque à la RDC? Non, on revient alors pour parler de la production de l'énergie. Pourquoi est-ce que la RDC, à l'instar du Rwanda, ne met pas à profit la transformation du gaz méthane en énergie électrique? Ouais. Je me suis posé moi aussi la même question. J'ai commencé ma carrière d'ingénieur au service présidentiel d'études. Le service présidentiel d'études, c'est un service présidentiel, c'est un service d'études qui a été créé au sein du cabinet du président de la République à l'époque, le maréchal Mobutu. Il avait comme directeur de cabinet un certain monsieur Bisengimana Rouema. Et monsieur Bisengimana, avec le doyen de la faculté polytechnique, le professeur Malou Akalenga, il a confié au professeur Malou la création d'un bureau d'études où on devait avoir toutes les spécialités, notamment les ingénieurs, les agronomes et toutes les spécialités. Mais le critère de compétence était le premier critère et il fallait avoir terminé les études avec distinction à l'université et tout et tout. C'est pas pour dire que je me vante d'avoir terminé avec distinction, mais toujours est-il que c'était le critère du professeur Malou Akalenga. À l'époque, on l'appelait le savant zaïrois. Le savant. Oui. Et quand on était au service présidentiel d'études, je me rappelle, on était recruté en 1974. 2 ans après, en 1976, on a commencé ce projet de gaz méthane. Oui. Depuis 1976 jusqu'à maintenant. Donc c'est pour vous dire que même moi-même, je me posais la question, mais comment on fait que parler, on fait que parler, on fait que parler, mais on n'arrive pas à faire ça. Oui. Entre-temps, on a des problèmes sérieux de la desserte en électricité dans la ville de Goma. Il y avait une seule centrale à l'époque, Rosizi 1, Oui. 28 mégawatts, qui donnait de l'énergie à Bukavu, à Goma, mais c'était insuffisant. Ils ont fait Ruzizi 2, mais là, c'est une centrale qui appartient aux 3 pays. Rwanda, Burundi, et chacun a un tiers de la production de 40 mégawatts que fait Ruzizi 2. Oui. Donc, c'est toujours insuffisant pour nous. Maintenant, ils parlent de Ruzizi 3, mais c'est un projet qui traîne encore à venir. Donc, on a à Goma un déficit énorme en énergie électrique. Et on ne parvient pas à faire ces centrales-là. Mais heureusement que, nous avons maintenant cette loi qui permet au privé de venir investir. Et pour le moment, donc, il y a une société tunisienne qui a gagné un appel d'offres qui avait été organisé ici en 2015
par le ministère des Hydrocarbures, qui a gagné l'appel d'offres des développeurs de la centrale, la première centrale donc qu'on va faire à gaz méthane à Goma. Nous espérons que dès les 2 ans à venir, on pourra alors avoir cette centrale-là de 30 MW, mais c'est déjà suffisant pour pouvoir résorber quelque peu le déficit énergétique à Goma. Mais en tout cas, on s'est tous demandé pourquoi ça traînait. Pourquoi ça traînait? 2 choses. Je reviens, le financement et 2, la volonté politique. Maintenant, la volonté politique, elle est là. En tout cas, nous allons certainement dans les 2 ans à venir ici, là, nous pourrons voir ça. Et est-ce vrai, dit-on, qu'en RDC, l'énergie électrique coûte moins cher? Oui, oui, oui. Pourquoi? Tout simplement parce que à 98%, notre énergie vient des centrales hydroélectriques. La centrale hydroélectrique est la forme d'énergie la moins chère un peu partout au monde. Elle est encore beaucoup moins chère chez nous, parce que chez nous, nous avons une topologie, une topographie des sites qui, vraiment, pour être aménagés, ne demandent pas beaucoup de génie civil. Donc ça coûte moins. Parce que dans un aménagement hydroélectrique, 60 à 70%, c'est du génie civil. Canal d'amener, barrage et tout et tout. Et 30 à 40%, c'est l'équipement électromécanique. Donc, chez nous, le génie civil coûtant moins cher, eh bien, ça affecte le prix de l'ouvrage et ça affecte le tarif qui est en fait le prix de l'ouvrage, mais amorti sur 25, 30 ou 40 ans. Donc, c'est ainsi que nous avons un tarif très très bas. Et d'ailleurs, le site Dinga, particulièrement le site Dinga, pas les autres sites, mais le site Dinga, c'est le site au monde dont le coût est le plus bas de production d'énergie électrique. Nous sommes autour de 3 US cents, 3 cents dollars par kilowattheure, alors que partout ailleurs, on est autour de 10, voire même de 11 centimes dollars le kilowattheure. Donc nous avons un coût très 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 bas, raison pour laquelle le coût de l'énergie, même dans le pays, en tout cas c'est très très bas. Parce que dans les pays limitrophes, vous allez au Congo ou bien au Rwanda ou je sais pas, où on a toute l'Afrique de l'Ouest, le kilowattheure, ça vous coûte 20 centimes du dollar le kilowattheure. Tandis que nous ici, c'est entre 4 et 8 centimes parce que à la production, ça coûte déjà 3 centimes le kilowattheure. C'est vraiment le plus bas qui soit au monde. Monsieur Vincent, qu'est-ce qui explique que la SNEL, en tant qu'entreprise publique, était performante, mais depuis qu'elle a été transformée en société commerciale, nous avons l'impression que les ménages ne reçoivent plus régulièrement l'électricité? Est-ce qu'un problème structurel ou conjoncturel? Bon, d'abord, je voudrais relever qu'il n'y a pas de lien entre le fait que ça a été transformé. En entreprise commerciale et le fait que la qualité de fourniture s'est détériorée au niveau des ménages. Non, il n'y a pas de lien. Bien au contraire. Bien au contraire. La transformation en entreprise commerciale vise la meilleure efficacité de l'entreprise. Vise donc l'amélioration et en quantité et en qualité. Voilà la vision du législateur en faisant cela. Et d'ailleurs, c'est pratiquement partout au monde que les entreprises électriques, c'est parmi les entreprises les plus florissantes. Mais il faut que ce soit des entreprises commerciales. C'est-à-dire que celui qui consomme l'énergie électrique doit payer son énergie électrique. Et le tarif de l'énergie électrique doit être un tarif rémunérateur pour que la société d'électricité soit porteur de croissance de son secteur d'électricité. Il ne faut pas que la société soit déficitaire. Non, elle doit être commerciale, elle doit être efficiente, elle doit faire du bénéfice pour qu'avec ce bénéfice-là, qu'on continue l'électrification du pays. Bon, donc ça, c'est ça la vision pour avoir transformé cette entreprise-là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la détérioration
de la qualité de la desserte auprès des ménages. Tout simplement, c'est dû au fait que, à un certain moment, je crois que vous vous êtes rendu compte de ça, oui. Dans les années 90, après les années 90, le pays était sous embargo. On n'avait plus la capacité d'aller emprunter. Et quand vous n'avez plus la capacité d'aller emprunter, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à un certain moment, vos installations vont commencer à se détériorer. Et pas que ça, en plus, il y a eu, au niveau général du pays, une certaine détérioration des conditions économiques suite à des choix politiques qui n'étaient pas heureux. Bon, enfin bon, ce sont des choix politiques. Et le politique conduit l'économie. Bon, donc, ce qui fait que au niveau du pays, eh bien, les gens commençaient à être en cessation de paiement. Il y a même des industries qui ne parvenaient plus à payer leurs factures. Quand moi j'ai quitté, on avait fait un livre blanc. L'État devait autant, Gécamine devait autant, Régie des eaux devait autant, mais toutes ces entreprises-là prennent 40%, 50% du produit, qui ne payent pas. Oui. Vous n'avez plus de revenus qu'il faut à la SNEL. Oui. Et puisqu'on n'a plus le revenu qu'il faut à la SNEL, on ne couvre plus que les salaires. Oui. Donc l'argent vient, on couvre les salaires, il ne reste plus rien pour assurer l'exploitation et la maintenance préventive. Pas la maintenance curative. C'est-à-dire que, bon, le câble s'est détérioré, aucun agent de consomme câble. Non, pas ça. Il y a déjà du câble de manière préventive, il y a déjà du câble, les magasins sont là avec 1 an de pièces de consommation courantes, le câble, le fusible, le transformateur, des choses comme ça. Mais à un moment donné, par manque de revenus, parce que le pays commençait à être en cessation de paiement, eh bien, bon, par manque de revenus, SNEL aussi a manqué de revenus, SNEL aussi a manqué les moyens de sa maintenance et de son exploitation. Résultat des courses, eh bien, au niveau des machines, les machines commençaient à se détériorer. Oui. Je suis arrivé même à un moment quand j'ai repris la direction générale en 2004. Oui, il n'y avait que 4 machines sur 14 à Inga qui tournaient. Raison pour laquelle j'avais commencé en 2005 ce qu'on appelle le partenariat public-privé. Avant même que la loi sur le partenariat public-privé. Oui, c'est maintenant que la loi est sortie. Mais là, j'étais vraiment dans le besoin. Et mes clients étaient aussi dans le besoin, notamment les clients miniers. J'ai dit aux clients miniers, vous êtes dans le besoin, je suis dans le besoin, mais si vous me préfinancez, je réhabilite, je vous dédie une partie de l'énergie qui sera produite des ouvrages réhabilités et je vous rembourse en déduction de votre facture d'électricité. Exactement. Et on s'est entendu. Ça a pris un an de discussion, hein. Ne vous en faites pas, mais on s'est entendu. 40%, c'est pour rembourser l'investissement, 60%. Que je garde quand même pour couvrir les charges d'exploitation et maintenance. Mais ça me faisait un accroissement de revenus et petit à petit, on a commencé à... Donc c'est pour vous dire que la détérioration, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir transformé les entreprises en entreprises commerciales, mais tout simplement le fait que ça s'est détérioré dans le pays. Eh bien, il y avait cessation de paiement. Les gens qui devaient de l'argent à la SNEL ne payaient plus. Bon, on continuait quand même à les alimenter, mais maintenant, il manquait de revenus à la SNEL pour assurer la maintenance correcte. Ça s'est détérioré au niveau des centrales, ça s'est détérioré au niveau du réseau de transport haute tension et au niveau des ménages. Et au niveau de la distribution, ce qui a été encore plus dévastateur pour la SNEL, c'est les gens. Par exemple, ici nous sommes dans un bâtiment. Mais à l'époque coloniale, ou même sous le maréchal, je crois qu'il y avait une petite bâtisse ici, là. C'était la pépinière ici. Hein. Il y avait une petite bâtisse ici et tout ça. Donc, le câble qui alimentait ici, là, c'est un petit câble. Aujourd'hui, bon. Et si maintenant, il n'y a pas d'investissement qui suive dans le réseau de distribution pour le petit câble mettre en gros,
on va arriver à des nuisances au niveau de la desserte des ménages. Mais cela maintenant veut dire qu'il faut investir en production, il faut investir en transport, il faut beaucoup plus investir en distribution et les choses vont revenir à la normale. Et aujourd'hui, il y a un phénomène qui existe, un phénomène qui est répandu d'ailleurs, qui existe depuis plusieurs années, qui s'appelle délestage. Comment expliquez-vous ce phénomène aujourd'hui? Un phénomène qui handicape d'ailleurs les ménages et tout. Non, le délestage, c'est en fait le sauvetage du réseau. Okay. Si on ne déleste pas, oui. Eh bien, vraiment, le peu là qui est encore là. Oui. Okay. Donc, vraiment, le délestage, c'est le sauvetage du réseau. C'est-à-dire que le réseau il y a une croissance démographique terrible à Kinshasa. Oui, ça c'est vrai. Il y a un exode rural terrible à Kinshasa. Maintenant, bon, des gens parlent de 15 millions, 20 millions, tout ça. Mais on n'a pas prévu tout ça. Alors maintenant, tous ces gens-là, ils veulent être alimentés en énergie électrique. Si la SNEL ne les raccorde pas, eh bien, le monsieur ira prendre l'électricien qui a terminaliste là-bas pour le raccorder quelque part. Basali Kop Nabango, bon voilà, c'est fini. Mais SNEL va s'en rendre compte beaucoup plus tard, parce que nous n'avons pas des capteurs en basse tension pour capter que non, on est en train de faire un raccordement clandestin là-bas. Non. Okay. À haute tension, nous avons des équipements qui font le monitoring du réseau immédiatement, tu vois. Mais en basse tension, on n'en a pas. Donc, et c'est plein d'électriciens comme ça de quartier qui ne sont pas du tout des employés qualifiés ou employés par SNEL qui font ce genre de choses-là. Bon, ils font la COP, ils se partagent le petit... bon, mais SNEL doit faire face à tout cela. Alors, SNEL voit simplement beaucoup d'appels de puissance dans un quartier donné. Ah, qu'est-ce qui se passe? Non. Et lorsque maintenant on arrive à un certain niveau de charge, on dit non, si nous dépassons la charge, ça risque de nuire, de détruire les installations de SNEL. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut délester. Et on déleste. Ça, c'est un cas. L'autre cas peut être que non, au niveau de Inga, la machine qui fournissait est tombée en panne. Les pannes arrivent, surtout que Inga 1, 50 ans, Inga 2, 40 ans. Je dis toujours aux journalistes qui roulent encore dans une voiture dont le moteur est vieux de 40 ans. Ça n'existe pas. À chaque stade, tu dois ouvrir le capot. Bon, là, nous avons des machines qui ne sont pas à taille d'une voiture, mais c'est à taille d'une centrale, mais vieilles de 50 ans, vieilles de 72, vieilles de 40 ans, 82. Bon, qui n'ont pas eu la maintenance qu'il faut. C'est maintenant qu'on est en train de réhabiliter. Mais durant tout ce temps ici, ils n'ont pas eu la maintenance. Alors, de temps en temps, une machine est accidentellement à l'arrêt. Cela veut dire qu'il y a moins d'énergie qui venait à Kinshasa. Cela veut dire qu'au niveau de Kinshasa, il doit faire les délestages de certains quartiers, parfois même plusieurs quartiers, pour que ce qu'on consomme ici reste égal à ce que la machine donne. Parce que si ce n'est pas égal, la machine aussi risque d'être détériorée. Donc on sauve les équipements par les plans de délestage. Mais bon, parfois la population croit que ça amuse les gens. Non. Est-ce que moi, je peux être content de délester quelqu'un? Non. Exactement. Si je le fais, c'est un cas de force majeure. C'est-à-dire que si on ne le fait pas, eh bien, ça va apporter beaucoup plus de nuisances, beaucoup plus de détérioration aux installations que ne pas le faire. Raison pour laquelle alors on recourt au délestage. Mais je crois que tout cela est conjoncturel. Il faut que maintenant qu'on réhabilite tout, qu'on renforce tout, et à ce moment-là, je crois qu'on reviendra aux conditions normales de desserte en énergie électrique. La toute dernière question qui me vient à l'esprit, Monsieur Vincent, peut-on considérer l'énergie électrique comme élément indispensable pour le développement économique de la RDC? Oui, absolument. Absolument. D'ailleurs, on vient de le dire tout à l'heure, s'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de développement. L'énergie électrique, vraiment, c'est le moteur du développement. Et là où nous,
les vieux, parce que bon, ça fait 48 ans qu'on travaille, près d'un demi-siècle maintenant, Oui. là où nous sommes quand même contents, parce qu'on a été vraiment inquiets. Quand j'ai terminé les études, eh bien, on était en train de monter. On avait fait que Inga 1. Quand moi j'ai terminé, en 74. Oui. J'étais stagiaire à Inga en 75. Donc, on voyait comment est-ce qu'on allait commencer à faire Inga 2. Et puis, on a commencé à voir comment est-ce que Inga 2 a monté, a monté, a monté, a monté, a monté. Donc, nous étions dans ce qu'on appelle la politique des grands travaux. Vraiment, ça montait. Ça. Et ensuite, on a fait la ligne Inga-Chaba. Oui. Et j'étais aussi ingénieur dans la ligne Inga-Chaba. J'étais dans des campements au Bandundu là-bas quand on était en train d'avancer avec la ligne. Et puis bon, je suis monté moi-même aussi dans l'entreprise. Et puis après 90, c'est là où on a vu que ça périclitait. Alors on se posait la question, mais ça va péricliter jusqu'où? Mais maintenant, je sens que ça commence à remonter. Les deux choses, le financement, il y a une loi qui permet d'avoir accès au financement privé. Il y a une deuxième chose, la volonté politique, qui traînait un peu, mais maintenant la volonté politique, elle est là. Et là, franchement, il faut remercier quand même. Il faut remercier le chef de l'État, parce que vraiment, on a senti la volonté politique affirmée du président de la République. Un an après, en 2019, on nous a tous appelés à Matadi pour le premier forum sur l'énergie. Sur l'énergie, oui. Présidé par lui-même. Oui. Présidé par lui-même. C'est la première fois qu'une conférence Ça de prouve l'énergie la est volonté, présidée par le président de la Malgré votre République. expérience, vous Présidé n'avez par jamais vécu lui-même. cela. Oh, nous étions tous étonnés. Oui. Et là, on nous a vu que, en tout cas, parmi les priorités, ces priorités, il y a l'énergie électrique. Parce qu'ils ne pouvaient pas concevoir comment on est arrivé à une telle situation. Oui, oui. On a eu le premier forum sur l'énergie en 2019. Et là, on a dit, voilà, la loi est là. Mais les mécanismes d'application de la loi, ça traîne. Ça traîne. Deux institutions majeures qui traînent, c'est l'autorité de régulation de l'électricité, c'est l'Agence nationale des services énergétiques en milieu rural et périurbain. Vous avez dit ici, madame, en milieu rural, 1%. C'est pas possible. Moins d'1%. Il y a même, il y a même des endroits, c'est 0,2%. À l'Équateur, au Kasaï. Il n'y a rien, il n'y a absolument rien. C'est pas normal. Donc tous doivent venir, soit à Kinshasa, soit à Lubumbashi, soit à... Non, c'est pas normal. L'année, on a dit non, il faut que ces mécanismes-là soient mis en application. Un an après, août 2020, ordonnance. On a mis en place, parce qu'on l'a déjà créé depuis longtemps, mais on ne mettait pas en place. Là, on a mis en place le personnel, tout le staff pour diriger les deux institutions. 2021, nous étions tous à la conférence sur l'énergie organisée par la FEC, la 5e conférence à Lubumbashi, du 17 au 18 septembre. Je suis même parti avec mon assistante en communication, Guéma. Et en tout cas, bon, elle a vu ça pour la première fois, elle croit que c'est comme ça. Non, moi j'ai vu ça, c'est pas comme ça, ce qu'on a vu. Pour la première fois, j'ai vu la participation des ministres. Alors, le ministre de l'énergie, des ressources hydrauliques et électricité était là. Le ministre de l'industrie était là. Le ministre de l'entrepreneuriat, petite et moyenne entreprise. La première, la vice-premier ministre, ministre de l'environnement. Même le Premier ministre allait venir, mais il était un peu empêché parce qu'il avait une réunion avec le chef coutumier. Même le président de la République aussi était à Lubumbashi. Et là, on avait pris des grandes résolutions et tous les ministres ont parlé et tous les ministres ont promis que non, notamment le ministre de ressources hydrauliques et électricité qui a clôturé notre conférence, il a parlé brillamment. Il a dit, je suis à votre écoute. Ma porte, elle est ouverte. Mais nous devons
remonter le secteur. Nous devons maintenant encourager tous les projets de développement du secteur énergie électrique. Donc nous sentons maintenant que vraiment... La volonté, et maintenant, la détermination. La cerise sur le gâteau, c'est le local content. Voilà. Ok. Pour le chef de l'État, c'est par là que doit venir également l'émergence des hommes d'affaires congolais. Ok. Donc tous les projets qui sont portés par les Congolais, le nôtre par exemple, Ok. Eric Monga ou d'autres partenaires, d'autres amis là, eh bien vraiment nous avons eu la volonté affirmée du chef de l'État, de la présidence de la République, du gouvernement pour absolument favoriser l'émergence des hommes d'affaires dans le développement des infrastructures et notamment les infrastructures énergétiques. C'est pour ça que je suis heureux de voir que, bon, on voit le bout du tunnel. On peut sortir. Je crois qu'on peut s'en sortir. Parce que sans cette volonté politique, Voilà. Exactement. et ça, Rien ça a ne peut manqué. marcher. Ça a manqué. Il y a le financement, il y a la volonté La politique. volonté politique. Ouais. Et là, bravo au président de la République et à son gouvernement. Je sens que la matière elle est profonde sur cette thématique énergie électrique en République démocratique du Congo. C'est l'heure du focus, indice des prix sur le marché congolais et taux d'échange. On se retrouve tout juste après. Mesdames, Messieurs, je rappelle que nous avons reçu sur ces plateaux Monsieur Vincent Noël Vikadipanzou. Il est ingénieur civil électricien de formation et il est aujourd'hui consultant senior en énergie pour des projets de production, transport et distribution d'électricité. Monsieur Vincent Noël, merci de nous avoir accordé votre temps. Vous avez un mot à dire, un dernier mot? Oui, juste d'abord vous remercier pour l'opportunité. Je suis passionné. Je crois que vous l'avez senti, de mon secteur électrique. Et je suis heureux de vous dire que, bon, maintenant, nous avons vu qu'on voit le bout du tunnel. Merci pour m'avoir donné l'occasion d'en parler. Et je crois que c'est aussi l'occasion pour moi de remercier aussi le chef de l'État, le gouvernement, parce que grâce à eux, grâce à sa vision, cela nous donne l'opportunité de montrer de quoi nous, fils de ce pays, nous sommes capables avec toute l'expérience que nous avons accumulée jusqu'à présent, mais pour lesquelles il nous manque les conditions pour pouvoir nous exprimer. Mais les conditions sont là, la volonté politique est là. Eh bien, nous le remercions. C'est à nous maintenant de faire œuvre utile pour le développement du secteur, pour le développement économique de notre pays. Merci beaucoup. Magazine Éco et Business est terminé. Entre-temps, restez branchés au programme de Kin 24 Télévision. Au revoir.